Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, là. Bonjour, moi je suis d'origine canadienne en fait et je suis installé ici depuis un certain temps, mais avant de venir en France, j'avais eu l'occasion de faire 2 coproductions avec l'Allemagne. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est qu'entre l'Allemagne et le Canada, il y a une coproduction aussi au niveau de la télévision qui n'existe pas entre la France et l'Allemagne. C'est un truc que j'ai découvert dernièrement. Entre la France et le Canada, par contre. Oui, et c'est le seul pays avec lequel la France a un accord de coproduction télévision. Et voilà, moi je travaille beaucoup plutôt sur de la série lourde. Et pour moi, on parlait de la différence qui, si on veut, entre le culturel et l'industriel. Et je crois qu'en France, elle se situe peut-être un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a comme une barrière entre le cinéma et la télévision. Alors, évidemment, on parle surtout de cinéma ici, mais pour moi, il y a des passerelles à bâtir entre les différents niveaux de production parce que c'est ce qui renforce l'industrie dans son ensemble. Et si on parle peut-être de quelque chose qui serait intéressant à développer, ça serait justement le côté coproduction au niveau de la télévision pour permettre une collaboration plus large. Surtout, et là je vais peut-être répondre à la question de la dame tout à l'heure, que justement très dernièrement, là la France a permis à son crédit d'impôt audiovisuel de s'ouvrir aux coproductions. Et là, ça c'est une avancée énorme, quoi. C'est un truc majeur que moi j'appelais de mes voeux depuis longtemps. Parce que déjà, en tant que tel, quand il y a un accord de copro, le crédit d'impôt audiovisuel, depuis longtemps, aurait dû s'appliquer. Mais ça n'était pas le cas. Et effectivement, le CNC avait tendance à avoir un pouvoir discrétionnaire sur la façon dont le barème était appliqué et à exiger que des techniciens français, que des industries françaises et tout ça, alors que là, ils vont devoir effectivement développer des outils pour réagir à ces nouvelles règles-là. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant et que la France, comme l'Allemagne, devrait développer beaucoup plus les coproductions à tous les niveaux, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il y a un petit point que je voulais rajouter par rapport à la question des syndicats et des associations, parce que là, il y a peut-être une similarité, moi j'ai l'impression, entre la France et l'Allemagne au niveau peut-être un manque de représentativité des syndicats. Et ça, venant du Canada, encore là, c'est un truc qui est assez surprenant. Moi, depuis que je suis ici, j'ai rarement travaillé avec des techniciens qui étaient syndiqués. Et il semblerait que justement les associations prennent un petit peu le relais à ce niveau-là. Et moi, quand j'étais en Allemagne, ce qui était intéressant, c'était que, en fait, ceux qui dirigeaient un petit peu les horaires, ou en tout cas mettaient un peu les règles, c'était les électros, parce qu'eux, ils étaient syndiqués, et que les autres s'enlignaient un peu sur ce que les électros décidaient. C'est-à-dire que les électros, c'est eux qui, d'une certaine manière, protégeaient le reste de l'équipe. Et ça se passait un peu autour de ce truc-là. Et à ce niveau-là, je pense que si les associations investissaient plus les syndicats, peut-être qu'on obtiendrait une meilleure représentativité, que ce soit d'une façon ou d'une autre dans les deux pays. Parce que personnellement, en tant que producteur, travailler avec des syndicats, c'est plutôt rassurant, plutôt que d'être dans des milieux où on ne sait pas trop c'est quoi les règles en bout de ligne, puis on essaie d'inventer des choses. Oui, en effet, les associations en France, il faut bien le rappeler, jamais elles ne se substitueront aux syndicats qui sont tout à fait légitimes à discuter non seulement des horaires, mais d'être en commission mixte paritaire. Les associations, par contre, sont un parfait thermomètre de la réalité des plateaux et on se doit, nous, de remonter des informations auprès des syndicats pour mieux comprendre le fonctionnement du travail. Mais les associations n'ont qu'un pouvoir consultatif en France, ce qui n'est pas le cas par exemple en Allemagne où la BVK, qui est l'association représentative des techniciens, est aussi un syndicat. Il y a une grosse différence. Non ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut la grosse différence, je crois,
le syndiqué, c'est d'abord, avant tout, c'est secret. C'est-à-dire que nous, c'est absolument impossible de savoir le nombre de personnes qui sont chez Verdi, le syndicat allemand. On estime, quand je discute et je regarde les commissions qui se font entre Hambourg, Munich, c'est les deux villes qui sont les plus actives, on estime à 800 personnes syndiquées dans l'ensemble de l'audiovisuel des médias dans la section, alors que dans les associations, on est 5000 qui sont vraiment, et on offre les chiffres. Donc déjà, là, il y a, point de vue publicité, point de vue chose, etc., c'est déjà un principe très différent. Et c'est eux qui font les contrats. Là, pour le B3K, ils se sont retirés des films Schaffelner et ils ont essayé de faire un contrat sur les droits d'auteur qui n'a pas été pris, et c'est tout. Mais ils ne sont pas... Il y a un gérant qui est très bruyant et qui est très efficace aussi, hein. Mais ça reste quand même pas assez. Merci. Est-ce que Pierre-Emmanuel Bessert, vous voulez répondre sur la première partie de la question de monsieur sur les accords de coproduction notamment? Sur les coproductions audiovisuelles, notre système de soutien via le COSIP est déjà très ouvert aux coproductions audiovisuelles européennes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu la nécessité, comme dans le cinéma, de développer des accords de coproduction bilatéraux. Et d'ailleurs, il y a des grandes coproductions européennes qui ont été soutenues par la France via le système de droit commun, via le COSIP. Cela dit, avec l'Allemagne, il y a un petit point particulier qui est déjà l'existence d'Arte, qui fait qu'il y a des coproductions via cette chaîne franco-allemande très importante. Et par ailleurs, on réfléchit à des moyens d'augmenter, de développer les coproductions dans l'audiovisuel entre la France et l'Allemagne, avec un petit sujet qui est une question de compétence en Allemagne entre le fédéral et les Länder en la matière, puisque pour l'audiovisuel et la radiodiffusion de manière générale, la compétence, si je ne me trompe pas, est essentiellement chez les Länder. Donc c'est un tout petit peu plus complexe à organiser qu'un accord entre le gouvernement fédéral et la République française. Merci. Oui, justement, puisqu'on parle des Länder, Olivier René Veillant, je dirige la commission du film d'Île-de-France. J'aurais voulu ajouter qu'à la convergence cinématographique franco-allemande, qui est certes le fait d'une volonté forte de la part des deux États, elle s'accompagne d'une volonté non moins forte de la part des régions et des Länder. Pour ce qui concerne la région Île-de-France, nous avons signé un accord bilatéral avec le Medienboard Berlin-Brandenburg, qui est notre homologue à Berlin. Il se trouve qu'à Berlin est concentrée une partie significative de la production cinématographique, la production audiovisuelle étant plutôt du côté de Cologne, de Hambourg et de Munich. Donc on travaille beaucoup avec nos amis de Berlin et on essaye de faire de manière très pragmatique se rapprocher nos démarches, ce qui n'est pas simple au regard des critères plus ou moins localisants de nos dispositifs de soutien. Mais on y arrive régulièrement et on y est arrivé notamment pour le film de Michael Haneke Amour, qui a bénéficié du soutien conjoint du Medienboard Berlin-Brandenburg, ainsi que du soutien de la région Île-de-France. Et c'est un bon exemple pour nous, mais il y en a d'autres. Hein. Et si on vivait tous ensemble, par exemple, qui est un très beau film, qui a également bénéficié du soutien conjoint des deux régions, malgré la nature assez fortement localisante des dispositifs, en particulier du nôtre, qui est à cet égard plus contraignant que le dispositif allemand. Mais le plus important, c'est le travail qu'on fait en amont sur les projets qui sont développés dans chacune des deux régions, de manière à ce que nos producteurs apprennent à travailler les uns avec les autres, se rencontrent régulièrement, ils le font 2 à 3 fois par an, de façon à pouvoir effectivement, chaque fois que c'est possible, puisque c'est une question de convergence sur le contenu et d'amour et de passion partagée, qu'ils puissent, chaque fois que c'est possible, effectivement coproduire ensemble. Merci. Ah non, allez-y, je vous en prie, le métro. Et après, je passerai à vous. Merci. Je m'appelle Christine Ponzevera, je suis productrice de films d'animation. Je vous remercie pour le panorama sur les dispositifs de financement, notamment publics. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un plafonnement de ces aides publiques dans le financement d'un devis ? En France, je connais un petit peu plus, mais peut-être ça peut intéresser les gens ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dispositif en Allemagne. Et également, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe pour les autres sources de financement ? Encore une fois, en comparaison entre la France et l'Allemagne, on a évoqué les chaînes,
qui investissent un petit peu moins en Allemagne qu'en France. On a évoqué les distributeurs qui ne sont pas forcément indispensables pour les fonds allemands. Voilà, ça serait intéressant. Merci. Merci. Cornelia, vous voulez répondre? Quelle est votre question exacte? Sur le plafonnement des différentes sources de financement en Allemagne spécifiquement, sur les aides. Oui. Ah, les plafonds, vous dites. Oui. Disons, si je parle du DFFF, même de notre fonds là, mais c'est très haut, c'est un fonds automatique, non? Et le soutien limité, le plafond, ce sont 4 millions automatiquement. C'est beaucoup d'argent quand même. Si on a, par contre, si on dépense, parce que j'ai dit qu'on doit dépenser au moins 25% du budget total en Allemagne, si par contre on dépense plus, 35 minimum, on peut avoir jusqu'à 10 millions. Puis en totalité, bien sûr, tout le monde le sait, il y a quand même le plafond au niveau européen, parce que c'est impliqué de la Commission européenne, qu'on ne peut pas avoir plus de 50% de soutien du total, sauf que ce sont des petits films difficiles, disons, que ça peut être plus. Mais c'est normal quand je regarde nos dossiers qu'on accumule vraiment le soutien des fonds régionaux et des fonds nationaux. Et les fonds régionaux, bien sûr, ont l'obligation qu'on paye, qu'on investisse un certain pourcentage de ce qu'on reçoit dans les Länder. Et ça peut rendre la chose un peu compliquée, mais quand même, on a plus de financement. Et les plafonds sont les mêmes pour les films d'animation? C'est les mêmes plafonds, quels que soient les films? Voilà. Mais, pardon, excusez-moi, il nous arrive, par exemple, au sein du mini-traité, d'avoir des projets de films précis où la part minoritaire est constituée à 80% de subventions, ou la part majoritaire, etc. Et donc, en tout cas, pour cette aide-là, on peut passer avec une demande de dérogation, notamment quand il s'agit des films, des premiers films, si vous voulez. Parce que c'est évident que les minimums garantis des distributeurs, les préachats des chaînes de télévision, disons que l'argent du commerce est beaucoup plus frileux sur les premiers films. Donc, on fait des dérogations. Peut-être je peux ajouter que, pas la majorité, mais je reçois pas mal de demandes, bien sûr, de ce dérogation, surtout, par exemple, pour les films, pour les enfants, animation, moins, je dirais, mais documentaire, souvent aussi. Alors, oui, ça se passe très souvent. Merci. Oui, une question, là, plutôt de ce côté-là. Bonjour, Justine Mal, réalisatrice. Je voulais en savoir juste un petit peu plus sur les aides dans le cadre du mini-traité. Donc il y a une aide où il y a 3 millions. Là, le fonds sélectif. Voilà, le fonds sélectif, c'est sur quels critères voilà, je voulais savoir ça. Et où est-ce qu'on peut trouver les informations concernant ce fonds? Est-ce que c'est sur le site du CNC? Et puis pour l'aide au développement dont vous parliez, dont vous disiez qu'elle allait être mise en place cette année, je voulais aussi savoir un peu... Et voilà, parce que moi, ce serait pour un film donc français, mais qui serait tourné entièrement en Allemagne. Et parce que vous aviez l'air de dire que la plupart des films aidés par le fonds sélectif étaient plutôt des films en langue française. Donc je me disais, est-ce que si c'est un film franco-allemand en langue allemande? Ah non, mais ça c'est juste le résultat qu'on a pu constater dans les dernières années. Sauf en 2012, il y a eu un rééquilibrage assez fort et c'était des coproductions majoritaires allemandes qui avaient eu le plus d'aide au fonds sélectif par rapport aux coproductions majoritaires françaises. Mais ça ne veut pas dire que le mini-traité est biaisé en faveur des films en langue française. Hein. Pas du tout. Je laisserai d'ailleurs peut-être Margaret dire un mot sur le fonctionnement même du fonds sélectif. Sur le fonds de développement, qui n'est pas du tout de la même ampleur, évidemment, puisqu'on n'aide pas un fonds sélectif doté à 3 millions, c'est à peu près 300 000 € en moyenne d'aide accordée à un film. Donc c'est assez conséquent. Pour le fonds de développement, il n'est pas encore mis en place. Nous sommes encore en cours de négociation entre les deux
CNC, donc le CNC français et puis le FFA côté allemand, et surtout le ministère de la Culture côté allemand, mais aussi entre les deux ministères des Affaires étrangères, puisqu'il faut faire modifier, il y a des échanges de notes, c'est un instrument diplomatique, des dispositions du mini-traité. Donc il n'est pas encore mis en place, mais en gros, ça sera 200 000 € pour des soutiens à des projets en développement. Donc on n'est pas à un stade aussi poussé que la coproduction. Concrètement, pour cette aide au développement futur, c'est obligatoire d'avoir un producteur allemand et un producteur français. C'est pas obligatoire que les deux aient déterminé exactement leur participation finale dans la production du film. Est-ce que ça va être 50-50, 40-60, 30 ? C'est trop tôt à ce stade-là. Il faut que le contrat de l'auteur, du réalisateur, des scénaristes porte l'accord des deux coproducteurs. Donc, reste un peu à réfléchir. Est-ce que ça doit être obligatoirement des contrats pour la partie auteur-réalisateur et scénariste des droits français, c'est-à-dire soumis à la rémunération proportionnelle obligatoire, ou est-ce qu'on peut aussi prendre des contrats de droit allemand, mais visés par le producteur français, si vous voulez. Et on pense que le nombre de coproductions annuelles, si on donne la possibilité à des producteurs de développer ensemble, va augmenter encore. Et la dotation, si vous voulez, la dotation d'aide en développement, au moment où le film viendra au mini-traité, évidemment, si on arrête de coproduire et ça devient un film allemand et espagnol ou un film franco-italien et plus un film franco-allemand, ça s'arrête. Mais si les deux producteurs vont jusqu'au bout, arrivent à aboutir sur le scénario, le budget, les partenaires de financement dans chacun des pays, il sera tenu compte, mais pas à la baisse, des fonds investis au moment du développement. Ça, c'est en gros le projet. Et pour le fonds sélectif, les critères, c'est plutôt artistique ou plutôt avoir un distributeur tout ça? Eh bien, c'est assez intéressant, les comités, parce que comme c'est inné dans toutes les commissions et tous les membres des commissions allemandes que le critère de potentiel public doit rentrer en considération, forcément, on est ouvert, on écoute les arguments, donc petit à petit, ça vient aussi c'est une espèce de coloration Schwarz-Rot-Gold qui se dépose sur les décisions des membres français de cette commission. Maintenant, ça peut aller si c'est un film documentaire, un film à tout petit budget, en tout cas le maximum jamais attribué, c'était 500 000 € à un film qu'on ne peut pas dépasser. Et c'est en gros, on regarde le budget et on adapte, si vous voulez, au coût de production du film, le montant. Les producteurs allemands et les producteurs français demandent chacun une somme. Nous, on regarde si on peut, si c'est juste par rapport au coût du film et si c'est juste par rapport aux autres films qui ont des budgets similaires ou plus haut ou plus bas. Et quand vous êtes lauréat du Fonds sélectif franco-allemand, vous pouvez également demander l'aide à l'aide au cinéma du monde ou encore à Rimage. Donc, ce n'est pas exclusif d'autres aides. Après, quand vous êtes dans le cadre d'une coproduction transfrontalière, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de votre budget qui est aidé par de l'aide publique. C'est ça qu'on regarde. Mais donc, vous pouvez aller voir d'autres soutiens. Et juste où est-ce qu'on peut se renseigner sur ces... Enfin, il y a un site. Il y a un site internet, qui s'appelle le mini-traité. Je ne sais pas. Il y a quelque chose sur internet, je sais, mais... C'est sur le CNC, d'accord. Okay. CNC ou FFA ou... D'accord, merci. CNC.fr. Oui, à côté, monsieur. Vas-y, je vous en prie. Bonjour, Fabrice Prel, Cléache d'Offshore. Je suis producteur, je suis membre de la commission cours du Unifrance et du SPI.
Le parent pauvre aujourd'hui de la coproduction européenne, c'est le court-métrage. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien chez Rimage, il n'y a rien chez Média. Il n'y a quasiment rien ailleurs. Et c'est dommage parce que c'est là qu'on apprend à coproduire. Moi, je coproduis en court-métrage, beaucoup avec la Belgique, puisque c'est sans doute le premier partenaire des Français. Et on s'aperçoit que coproduire, c'est souvent compliqué techniquement, c'est compliqué pour les réalisateurs, parce qu'ils doivent apprendre que ça pose des contraintes, c'est compliqué pour les techniciens, et qu'on apprend beaucoup en court-métrage. Et c'est vraiment dommage que, par exemple, dans le mini-traité, il n'y ait aucun soutien dédié au court-métrage, parce que c'est quand même le mini-traité le plus, même s'il a des défauts, je dirais le plus parfait qui puisse exister. Et c'est un vrai manque aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a très très peu de coproduction de courts-métrages franco-allemands, alors qu'il y en a énormément en franco-belge. Par exemple, le César cette année, c'est un film franco-belge. Le représentant l'année dernière des courts-métrages aux Oscars, c'était un film franco-belge. Et il y a quelque chose à créer là-dedans, puisque ça sera les réalisateurs qui demain et les producteurs qui demain feront des projets de long métrage ensemble. Merci. Alors, effectivement, c'est une question très intéressante. Est-ce que la question de l'ouverture du mini-traité au court-métrage se pose, Monsieur Le Serre? Alors, on a déjà beaucoup de sujets à régler là, dans le cadre du mini-traité, notamment de mettre en place le fonds d'aide au développement, d'élargir les coproductions éligibles. Tout ça prend du temps parce que ça fait déjà 2 ans. Moi, je suis arrivé il y a 2 mois, mais quand on regarde les archives du CNC, ça fait 2 ans qu'on annonce le fonds de développement et l'élargissement aux coproductions financières. Donc, si déjà on arrive à se mettre d'accord et à mettre d'accord nos diplomates pour amender les traités en ce sens, ce sera une victoire. Alors, sur le court-métrage, là encore, sous réserve que je ne dise pas de bêtises, parce que je suis trop récent dans le système, mais il me semble que le système français est très ouvert dans son système d'appui, de soutien aux coproductions européennes. Non, la contribution financière du CNC est ouverte aux coproductions européennes, ça pose pas de problème, mais il n'y a pas d'aide propre à la coproduction en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien à Rimage, oui, franco-allemande ou européenne en fait. Et c'est vraiment dommage parce que tout ce qui vient prendre, en fait, les gens du cours au CNC vous diraient que tout ce qui vient prendre dans le fonds CNC français est de l'argent en moins pour les films français. Or, l'idéal, ce serait quand même de développer des aides spécifiques à la coproduction, parce que ça pousserait les gens à aller se rencontrer. Et par exemple, parallèlement, il y a très peu de forums de rencontres de coproduction en court-métrage, tandis qu'il y en a une multitude en long-métrage. Et ça aussi, c'est parce qu'à un moment, pour faire des coproductions, il faut pouvoir se rencontrer. Je pense qu'il y aurait aussi beaucoup à faire là-dessus. Mais même dans les forums de long-métrage, de penser à décliner des rencontres court-métrage. Enfin, vous avez raison, mais je pense que vous devrez attaquer le problème par médias. Parce que si on fait un fonds de coproduction pour le court-métrage réservé spécifiquement franco-allemand, on ne va pas passer à Bruxelles. Il faut que vous obteniez dans un premier temps avec vos collègues des différents pays européens, mais ce n'est pas trop difficile parce que le court-métrage est assez considéré quand même à Bruxelles. Une petite ouverture sur un soutien supranational, c'est-à-dire européen, au court-métrage. Et dans un deuxième temps, peut-être, après, on peut regarder les coproductions spécifiques et les subventions spécifiques d'une coproduction bilatérale. Donc, je vous invite à revenir en début d'après-midi parce qu'on parlera du programme Média. Allez, je vous en prie. Oui, Jean-Philippe Neva, Védolam Productions. Vous parliez des films qui ne sont pas obligatoirement sortis en salle en Allemagne. Donc je suis intéressé par quelle est la politique de l'Allemagne sur les autres moyens de diffusion et Internet notamment, la VOD. Est-ce qu'il y a des aides qui existent par rapport à des moyens très ciblés par rapport à ça? Tout d'abord, il y a l'obligation, comme j'ai expliqué avec le DFFF, de sortir en salle et je ne crois pas que ça va changer bientôt. Disons, il y a... je crois, ce que je sais, il y a des fonds régionaux qui aussi demandent à un distributeur, ils veulent aussi voir la probabilité du cinéma, de la publication au cinéma. Il y a pour le VOD, je crois que ça commence, un peu de soutien aussi, et personnellement, je crois vraiment qu'on doit observer la situation très bien, parce que
quand même, comme nous avons dit, il y a plein de films qui sortent en salle, peut-être trop, on peut dire, parce que les films n'ont pas la possibilité de rester longtemps. Et alors peut-être il y a aussi des films qui, à la fin, ne deviennent pas ce qu'on a voulu au début. Et là, je me demande des fois si vraiment il y a un grand sens de les montrer au cinéma. Mais jusqu'à maintenant, c'est très au début, je dirais, vraiment en Allemagne. Merci. Enfin, il faut se rappeler que la valeur en audience, en nombre de spectateurs d'un film est strictement parallèle et basée sur la lumière qu'il a reçue au moment de sa sortie salle. Moi, personnellement, c'est un avis personnel, je ne crois pas qu'un film qui va direct sur la VOD puisse avoir une audience importante. Il faut que la valeur de la Pay TV, la valeur en DVD, nombre de DVD vendus, VOD, Pay TV, et même en bout de chaîne, les télévisions hertziennes, ce que le distributeur aura pu donner comme lumière, comme existence au film, détermine jusqu'aux chaînes hertziennes le nombre de spectateurs que le film peut avoir. Je dois ajouter que je suis quand même d'accord parce que aussi le DFFF, comme j'ai dit, c'est vraiment un système automatique et pour ça, ce sont vraiment les distributeurs qui doivent regarder et croire aussi dans le projet. Alors là, je suis d'accord, c'est quand même qu'il y a des produits. À la fin, on voit peut-être que ce n'est pas le résultat qu'on a voulu, mais si on n'insistait plus sur la distribution en salle, là, je suis d'accord quand même. Ça doit changer peut-être très très lentement et dans des cas exceptionnels. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah, si. Serge devant. Oui, je voudrais poser une question concernant les Landers, bien qu'ils ne soient pas ici. Est-ce qu'il y a les Landers aident les films pour avoir des investissements dans leur région et qu'on met celle-là, cette région en valeur, ou est-ce que, comme c'est le cas de 2 régions françaises, ils investissent aussi un peu comme coproducteurs avec une part sur les recettes? Oui, c'est la même situation en Allemagne. Il y a bien sûr, il y a la volonté, on doit, comme je dis, dépenser une certaine chiffre dans les Länder, mais il y a quand même des fonds et surtout, par exemple, Berlin, qui est assez ouvert, qui veut vraiment soutenir les producteurs de la région. Et comme ça, ce sont assez souvent aussi des productions qui ne sont pas entièrement ou à une grande partie tournées dans la région là, mais là ils trouvent des accords. Quand même, on doit dépenser une certaine chiffre, mais ils cherchent et trouvent quand même des solutions de peut-être dépenser un peu moins, mais quand même le fonds régional veut soutenir vraiment le producteur même. Est-ce qu'il demande une part sur les recettes ou jamais? C'est une subvention ou parfois... Ah non, c'est, normalement, en cas de succès, disons, il demande une part. Ah oui, ça toujours. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Non? Très bien. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous à 14h donc, pour une présentation du programme média qui sera suivie de notre table ronde consacrée au retour d'expérience. Merci. Quel est votre film allemand et français préféré? J'en ai composé plusieurs, donc je vais citer les miens en tête, parce que je les aime beaucoup. C'est Le Ruban Blanc de Michael Haneke, c'est Amour, également de Michael Haneke. Le Ruban Blanc était un majoritaire allemand, en langue allemande, tourné entièrement en Allemagne. Amour était un majoritaire français, entièrement tourné en France, en langue française. Voilà, et puis dans la nuit des temps, enfin, il y a assez longtemps, j'ai travaillé avec Rainer Fassbinder, Wim Wenders, et je m'intéresse maintenant aux jeunes auteurs allemands, mais c'est un peu plus long à défricher, à faire, à s'entendre. Je ne pourrais pas dire. Si je pense maintenant à un film qui a aussi un intérêt international, je dirais vraiment La vie des autres, parce que c'est pas récent, mais c'est super bien.
D'accord. Très bon film, je dirais. Quel est votre film allemand préféré? Celui que je fais en ce moment. C'est-à-dire, expliquez-nous. Je travaille en ce moment avec un metteur en scène allemand qui s'appelle Philippe Gröning. Et on vient de finir le tournage d'un film qui s'appelle Mon frère Robert. Mon film allemand préféré, c'est, je dirais, sans aucun doute, M. le Maudit. De Fritz Lang. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans ce film, précisément? Qu'est-ce qui me touche? La forme. Déjà, une époque où l'Allemagne avait une très très grande force visuelle. Beaucoup de choses à dire, un expressionnisme très marqué, une historique présente dans les arts d'une manière générale. De ce fait, M. le Maudit reste un élément de la cinématographie allemande très fort et inscrit dans les arts allemands tels qu'on les connaît, aussi bien dans la peinture de cette époque-là que dans la littérature. Je ne citerai pas tous les grands artistes de cette époque-là, mais c'est vrai que l'Allemagne est extrêmement riche.